Le club des Hachichins. Avertissement. Cette vidéo ne fait pas la promotion de la consommation de substances psychotropes. Son but est purement historique et éducatif. Bon visionnage. Et si je vous disais qu'en France, la consommation de cannabis était autrefois réservée aux plus grands esprits de la littérature et des arts, des peintres, mais aussi des écrivains comme Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Honoré de Balzac ou encore Gérard de Nerval. Aujourd'hui encore, nous les étudions et leurs œuvres ont profondément marqué la culture française. Elles ont fait et font toujours l'objet de nombreuses adaptations. Dans les années 1840, tous ont gravité autour d'une seule et même expérience ou de sa simple observation, celle de la consommation de hashish. Mais tous n'en ont pas tiré les mêmes conclusions, car les avis des écrivains et des peintres sur le sujet étaient loin d'être d'une seule et même couleur. Bonjour, je m'appelle Ange et je serai votre hôte dans Pur Esprit, une émission consacrée à la littérature, à la philosophie et à ceux qui les ont fait vivre. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser au club des Hachichins. Le célèbre, et pourtant peut-être pas assez célèbre, club parisien de consommation récréative, artistique, contemplative et scientifique de substances psychoactives du 19e siècle. On connaît bien nombre de ses acteurs et leurs œuvres, mais peut-être pas suffisamment le club lui-même, ni que ses membres aient été liés par les soirées mensuelles qui en constituaient toute la substance. Je vous laisserai vous faire votre propre avis à la lumière des événements que je vais vous raconter. Les réunions du club se déroulaient à Paris, sur l'île Saint-Louis, à l'hôtel Pimaudan. Aujourd'hui, comme il l'avait d'ailleurs été auparavant, hôtel de Lausanne. Depuis 2013, ce bâtiment abrite l'Institut d'études avancées de Paris, un lieu de travail, de rencontres et de stimulation intellectuelle, un centre de recherche en sciences humaines et sociales. On pourra arguer que, dès 1844, avec la création du club des Hachichins, le lieu était déjà devenu un centre de recherche d'un autre genre. Mais c'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble, en commençant par le fondateur du club, beaucoup moins connu que ses membres occasionnels ou réguliers, Jacques-Joseph Moreau de Tours. Jacques-Joseph Moreau de Tours est né le 3 juin 1804 à Monttrésor et mort le 26 juin 1884 à Paris. C'est un médecin et psychiatre français. En 1830, il soutient sa thèse d'exercice de médecine intitulée « De l'influence du physique relativement au désordre des facultés intellectuelles ». Jacques-Joseph Moreau de Tours a une théorie très intéressante sur la folie. Il la décrit comme un délire identique au rêve. Il découvre les effets du cannabis au cours d'un voyage de 4 ans, de 1836 à 1840, en Orient. Vers 1840, il ingère du hashish venant du Caire, afin d'en décrire précisément les effets. Il est difficile de savoir avec précision si c'est la première fois qu'il en fait l'expérience, ou bien s'il en a déjà consommé au cours de son voyage en Orient. En 1843 ou 1844 en fonction des sources, il crée le club des Hachichins. Il publie en 1845 un traité nommé « Du hashish et de l'aliénation mentale ». Moreau pense que le hashish, en affaiblissant le contrôle conscient de la pensée, permet de faire apparaître des mécanismes psychiques comparables à ceux du délire et de la folie. Parmi ces mécanismes, l'accélération et l'enchaînement incontrôlé des idées, les accusations mentales involontaires, les illusions et hallucinations, la déformation de la perception du temps et de l'espace, ou encore l'intensification démesurée des émotions. En somme, le fou ne délire pas simplement parce que sa pensée normale fonctionne moins. Il délire parce qu'une activité mentale différente, normalement contenue par la conscience volontaire, prend le dessus. Le hashish devient donc pour Moreau un véritable outil d'expérimentation. En provoquant temporairement chez un individu sain un état proche de certains troubles mentaux, il espère pouvoir étudier la folie de l'intérieur. Il est ainsi l'un des premiers psychiatres à utiliser une substance psychotrope pour tenter de comprendre expérimentalement les mécanismes de la maladie mentale. Le club semble cesser ses activités progressivement vers 1849, sans que l'on connaisse de dissolution officielle ni de date précise pour sa dernière réunion. Il faut toutefois préciser que le club des Hachichins n'était possiblement pas un club au sens où nous l'entendrions aujourd'hui, avec une organisation formelle, des membres officiellement inscrits et un fonctionnement parfaitement établi. Son existence repose plutôt sur une série de réunions, dont les contours exacts restent parfois difficiles à déterminer. C'est justement l'une de ces réunions que Théophile Gautier nous permet de découvrir de l'intérieur. Le club se réunit dans l'appartement du peintre Fernand Boissard, autour de soirées appelées Fantasia, qui ne peuvent être mieux décrites que par le texte « Le club des Hachichins » de Théophile Gautier, que voici en partie et dont j'abrégerai la description des hallucinations qui se produisent à ses yeux pour n'en garder que le chapitre d'introduction, et la courte description annexe que je vous fournirai pour permettre un aperçu plus bref du reste de la nouvelle. Un soir de décembre, obéissant à une convocation mystérieuse, rédigée en termes énigmatiques compris des affiliés, inintelligibles pour d'autres, j'arrivais dans un quartier lointain,
espèce d'oasis de solitude au milieu de Paris, que le fleuve, en l'entourant de ses deux bras, semble défendre contre les empiètements de la civilisation. Car c'était dans une vieille maison de l'île Saint-Louis, l'hôtel Pimodan, bâti par Lauzun, que le club bizarre dont je faisais partie depuis peu tenait ses séances mensuelles, où j'allais assister pour la première fois. Quoiqu'il fût à peine 6 heures, la nuit était noire. Un brouillard, rendu plus épais encore par le voisinage de la Seine, estompait tous les objets de sa ouate déchirés et troués, de loin en loin, par les auréoles rougeâtres des lanternes et les filets de lumière échappés des fenêtres éclairées. Le pavé, inondé de pluie, miroitait sous les réverbères comme une eau qui reflète une illumination. Une bise âcre, chargée de particules glacées, vous fouettait la figure, et ses sifflements gutturaux faisaient le dessus d'une symphonie dont les flots gonflés se brisant aux arches des ponts formaient la basse. Il ne manquait à cette soirée aucune des rudes poésies de l'hiver. Il était difficile, le long de ce quai désert, dans cette masse de bâtiments sombres, de distinguer la maison que je cherchais. Cependant, mon cocher, en se dressant sur son siège, parvint à lire sur une plaque de marbre le nom à moitié dédoré de l'ancien hôtel, lieu de réunion des adeptes. Je soulevai le marteau sculpté, l'usage des sonnettes à boutons de cuivre n'ayant pas encore pénétré dans ces pays reculés, et j'entendis plusieurs fois le cordon grincer sans succès. Enfin, cédant à une traction plus vigoureuse, le vieux pêne rouillé s'ouvrit, et la porte aux airs massifs put tourner sur ses gonds. Derrière une vitre d'une transparence jaunâtre apparut, à mon entrée, la tête d'une vieille portière ébauchée par le tremblotement d'une chandelle, un tableau de Scalken tout fait. La tête me fit une grimace singulière, et un doigt maigre, s'allongeant hors de la loge, m'indiqua le chemin. Autant que je pouvais le distinguer, à la pâle lueur qui tombe toujours, même du ciel le plus obscur, la cour que je traversais était entourée de bâtiments d'architecture ancienne, à pignons aigus. Je me sentais les pieds mouillés, comme si j'eusse marché dans une prairie, car l'interstice des pavés était rempli d'herbe. Les hautes fenêtres à carreaux étroits de l'escalier, flamboyant sur la façade sombre, me servaient de guide et ne me permettaient pas de m'égarer. Le perron franchi, je me trouvais au bas d'un de ces immenses escaliers comme on les construisait du temps de Louis XIV, et dans lesquels une maison moderne danserait à l'aise. Une chimère égyptienne, dont le goût de lebrun, chevauché par un amour, allongeait ses pattes sur un piédestal et tenait une bougie dans ses griffes recourbées en bobèche. La pente des degrés était douce. Les repos et les paliers bien distribués attestaient le génie du vieil architecte et la vie grandiose des siècles écoulés. En montant cette rampe admirable, vêtue de mon mince frac noir, je sentais que je faisais tâche dans l'ensemble et que j'usurpais un droit qui n'était pas le mien. L'escalier de service eût été assez bon pour moi. Des tableaux, la plupart sans cadre, copies de chefs-d'œuvre de l'école italienne et de l'école espagnole, tapissaient les murs, et tout en haut, dans l'ombre, se dessinait vaguement un grand plafond mythologique peint à fresque. J'arrivais à l'étage désigné, un tambour de velours d'Utrecht, écrasé et miroité, dont les galons jaunis et les clous bossués racontaient les longs services, me fit reconnaître la porte. Je sonnai. L'on m'ouvrit avec les précautions d'usage, et je me trouvais dans une grande salle éclairée à son extrémité par quelques lampes. En entrant là, on faisait un pas de 2 siècles en arrière. Le temps qui passe si vite semblait n'avoir pas coulé sur cette maison, et comme une pendule qu'on a oublié de remonter, son aiguille marquait toujours la même date. Les murs, boisés de menuiseries peintes en blanc, étaient couverts à moitié de toiles rembrunies, ayant le cachet de l'époque. Sur le poêle gigantesque se dressait une statue qu'on eût pu croire dérobée aux charmilles de Versailles. Au plafond, arrondi en coupole, se tordait une allégorie strapassée, dont le goût de Lemoine, et qui était peut-être de lui. Je m'avançai vers la partie lumineuse de la salle, où s'agitaient, autour d'une table, plusieurs formes humaines, et dès que la clarté, en m'atteignant, m'eut fait reconnaître, un vigoureux hurrah ébranla les profondeurs sonores du vieil édifice. « C'est lui, c'est lui !» crièrent en même temps plusieurs fois. « Qu'on lui donne sa part !» Le docteur était debout, près d'un buffet, sur lequel se trouvait un plateau, chargé de petites soucoupes de porcelaine du Japon. Un morceau de pâte, ou confiture verdâtre, gros à peu près comme le pouce, était tiré par lui au moyen d'une spatule d'un vase de cristal, et posé à côté d'une cuillère de vermeil sur chaque soucoupe. La figure du docteur rayonnait d'enthousiasme. Ses yeux étincelaient, ses pommettes se pourpraient de rougeur, les veines de ses tempes se dessinaient en saillies, ses narines dilatées aspiraient l'air avec force. « Ceci vous sera défalqué sur votre portion de paradis », me dit-il en me tendant la dose qui me revenait. Chacun ayant mangé sa part, l'on servit du café à la manière arabe, c'est-à-dire avec le marc et sans sucre, puis l'on se mit à table. Cette interversion dans les habitudes culinaires
a sans doute surpris le lecteur. En effet, il n'est guère d'usage de prendre le café avant la soupe, et ce n'est en général qu'au dessert que se mangent les confitures. La chose, assurément, mérite explication. Après ce chapitre d'introduction, s'ensuit 8 autres, qui détaillent le déroulement de la soirée. D'abord un repas où les sens de Gauthier sont chamboulés, puis une longue hallucination, extrêmement intense, qui est rythmée par une perte de la notion du temps, et s'achève par la fin du rêve, le retour à la raison et le départ de Gauthier et des autres hachichins. Les écrivains face au hashish. Gauthier transforme l'expérience en récit fantastique et esthétique. Il est invité pour une première séance de consommation de hashish au début des années 1840 et habitera l'immeuble vers 1849, dans un appartement voisin de celui de Boissard, qui communique avec le sien par un escalier secret, avant de déménager vers son dernier domicile parisien à une date inconnue. En 1843, il publie un feuilleton nommé Le Hashish, qui recense ses premières expériences. La nouvelle Le Club des Hachichins, dont j'ai précédemment lu le premier chapitre, paraît en 1846 dans la Revue des Deux Mondes. Je vous conseille de la lire en entier, elle est vraiment particulière et intéressante. Baudelaire habite l'immeuble de 1843 à 1845, dans un petit appartement sous les combles. Il détaille les effets du hashish et de l'opium dans son livre Les paradis artificiels, ainsi que leurs dangers, en insistant et en concluant sur ces derniers. Balzac, Dumas, Nerval, Flaubert et Hugo sont quant à eux cités comme des visiteurs, dont la fréquence n'est pas certaine et qui n'habiteront jamais l'immeuble. On peut par ailleurs retrouver plusieurs mentions du dawamesque dans Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, sous le nom de Hachi. Il est pour la première fois mentionné dans l'épisode Simbad le marin, dans lequel il en consomme et en fait goûter à Franz d'Épinay. Ce dernier est alors en proie à des hallucinations et un état de conscience altéré avant de s'endormir jusqu'au lendemain. On pourrait retenir quelque chose d'intéressant dans cette scène. Il y a un immense banquet, mais le comte de Monte Cristo ne montre d'appétit que pour le hachi. Autre chose que l'on peut conclure, s'il montre la perspective de la découverte de l'effet du hachi, c'est assurément pour mettre en relief les états très différents qui sont, d'une part, ceux de la découverte et d'autre part, ceux de la consommation habituelle. Voilà un extrait de l'épisode de Monte Cristo dans lequel le comte s'adresse à Franz. « Jugez par vous-même, mon hôte, jugez. Mais ne vous en tenez pas à une première expérience. Comme en toute chose, il faut habituer les sens à une impression nouvelle, douce ou violente, triste ou joyeuse. Il y a une lutte de la nature contre cette divine substance, de la nature qui n'est pas faite pour la joie et qui se cramponne à la douleur. Il faut que la nature vaincue succombe dans le combat. Il faut que la réalité succède au rêve. Et alors, le rêve règne en maître. Alors c'est le rêve qui devient la vie et la vie qui devient le rêve. Mais quelle différence dans cette transfiguration! C'est-à-dire qu'en comparant les douleurs de l'existence réelle aux jouissances de l'existence factice, vous ne voudrez plus vivre jamais, et vous voudrez rêver toujours. Quand vous quitterez votre monde à vous pour le monde des autres, il vous semblera passer d'un printemps napolitain à un hiver lapon. Il vous semblera quitter le paradis pour la terre, le ciel pour l'enfer. Goûtez du hachi, mon hôte, goûtez-en. Ce passage semble presque représenter symboliquement le roman feuilleton Le Comte de Monte Cristo tout entier. Le hashish y fait passer Franz de la réalité au rêve. Or, le roman lui-même raconte un semblable passage. Edmond Dantès appartient au monde réel. Il est arrêté, emprisonné, condamné. Mais lorsqu'il s'échappe du château d'If, il semble quitter cette réalité pour renaître dans un monde presque fantastique, sous les traits du comte de Monte Cristo. Comme dans les paroles mêmes du conte, le rêve devient la vie et la vie devient le rêve. Le condamné revient alors comme un fantôme dans sa propre destinée pour hanter ceux qui lui ont volé sa vie. On apprend aussi, dans la 4e partie du poème sur le hashish de Baudelaire, l'hésitation de Balzac face à l'opportunité lui étant présentée d'essayer le dawamesque. Balzac pensait sans doute qu'il n'est pas pour l'homme de plus grande honte ni de plus vive souffrance que l'abdication de sa volonté. Je l'ai vu une fois dans une réunion où il était question des effets prodigieux du hashish. Il écoutait et questionnait avec une attention et une vivacité amusantes. Les personnes qui l'ont connu devinent qu'il devait être intéressé, mais l'idée de penser malgré lui-même le choquait vivement. On lui présenta du dawamesque. Il l'examina, le flaira et le rendit sans y toucher. La lutte entre sa curiosité presque enfantine et sa répugnance pour l'abdication se trahissait sur son visage expressif d'une manière frappante. L'amour de la dignité l'emporta. En effet, il est difficile de se figurer le théoricien de la volonté, ce jumeau spirituel de Louis Lambert, consentant à perdre une parcelle de cette précieuse substance. Baudelaire souligne plus loin dans ce même chapitre
Celui qui aura recours à un poison pour penser ne pourra bientôt plus penser sans poison. Se figure-t-on le sort affreux d'un homme dont l'imagination paralysée ne saurait plus fonctionner sans le secours du hashish ou de l'opium? Afin de nous limiter à ce qui est le mieux documenté historiquement, et de ne pas verser malgré nous dans la fiction, faute d'avoir une morale objective à proposer, nous laisserons pour mot de la fin à cette émission le mot de la fin du poème sur le hashish de Baudelaire. Au-dessous de lui, au pied de la montagne, dans les ronces et dans la boue, la troupe des humains, la bande des ilotes, simule les grimaces de la jouissance et pousse des hurlements que lui arrache la morsure du poison. Et le poète attristé se dit « Ces infortunés qui n'ont ni jeûné, ni prié, et qui ont refusé la rédemption par le travail, demandent à la noire magie les moyens de s'élever, d'un seul coup, à l'existence surnaturelle. La magie les dupe, et elle allume pour eux un faux bonheur et une fausse lumière, tandis que nous, poètes et philosophes, nous avons régénéré notre âme par le travail successif et la contemplation, par l'exercice assidu de la volonté et la noblesse permanente de l'intention. Nous avons créé à notre usage un jardin de vraie beauté. Confiant dans la parole qui dit que la foi transporte les montagnes, nous avons accompli le seul miracle dont Dieu nous ait octroyé la licence.